Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la Taloche, hashtag la chaîne Geeklack, votre seule émission qui trash talk que les autres et qui essaie de se faire un maximum d'argent en n'étant pas monétisé. Oui, aujourd'hui, on va parler de la première nuit de WrestleMania 2020. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est tout simplement Megan qui fait sa vie, comme des gens qui vivent. Je sais pas si vous avez entendu coucou, mais elle vous a dit coucou. Pas toi par contre, parce que toi, on t'aime pas qui se sent visés. Voilà. Et du coup, comme je l'ai dit, on va parler de la première nuit de WrestleMania. Voilà, trop gros pour une nuit, on le rappelle, avec des matchs très passionnants, comme Otis contre Dolph Ziggler, qui aura lieu demain, par exemple, un gros match, bien sûr. Ou comme d'autres matchs qui ont lieu cette nuit. On va commencer directement avec le premier match. Déjà, je vais pas parler de l'arène parce qu'elle est pas du tout jolie. On est au Performance Center, je le rappelle. Magnifique stade avec une magnifique audience de 0 personne. Voilà, un record actuellement détenu par la WWE pour un WrestleMania vraiment historique. On écrit l'histoire hein, du côté de la WWE. Merci à Stephanie McMahon qui d'ailleurs a introduit ce WrestleMania avec un petit discours, pas piqué d'hanneton, où bien sûr voilà, on dit, on fait l'histoire, on est là pour mettre des sourires sur le visage des gens qui nous regardent pendant le confinement. Bien sûr, ce n'est pas du tout parce qu'on doit se faire un maximum de thunes qu'on continue à faire des shows, même en mettant nos superstars en danger. Pas du tout. C'est vraiment parce qu'on aime les sourires sur les visages des enfants. Voilà. Premier match de la soirée, c'était un match pour les titres par équipe féminine. Oui, vous les avez peut-être oublié, moi aussi. C'était Alexa Bliss et Nikki Cross qui faisaient équipe contre Asuka et Kairi Sane, deux vraies équipes dans ces fausses équipes qui n'existent pas parce qu'il n'y a actuellement que 3 équipes du côté féminin de la WWE. Donc voilà, on en avait 2 sur 3. Les Iconics sont sans doute restés en Australie. Coucou au Fatal 4-Way. J'espère qu'on va parler d'Australie très bientôt. Et voilà, c'était un match qui s'est avéré être l'opener. Je sais pas trop quoi dire de plus. Voilà, Alexa Bliss me dérange beaucoup quand je la vois. Je trouve que c'est pas une très très bonne catcheuse. Et force est de constater que quand il n'y a, quand y a pas de foule, c'est difficile de faire réagir le public. Du coup, elle n'a pas fait réagir grand monde d'ailleurs. Même les commentateurs d'ailleurs n'avaient pas trop réagi à son catch. Et pour dire, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire hein, sur son catch, voilà, elle est très safe comme on dit. Hein, elle fait pas trop mal à ses adversaires. Et en fait, ça se voit beaucoup du coup quand il n'y a pas de public pour réagir à ça. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de cool. Hein. Elle est très safe, elle fait pas mal aux autres, contrairement à des personnes comme Charlotte Flair hein, qui ont blessé Kairi Sane à TLC en décembre dernier. Là, Kairi Sane a réussi à finir le match en état plutôt stable, même si elle s'est pris la caméra à un moment qui était derrière la rambarde de sécurité. D'ailleurs, pourquoi il y a une rambarde de sécurité? Ça, je vous pose la question, parce qu'il n'y a pas de foule, je le rappelle. Donc du coup voilà, c'est une victoire étonnante pour ma part de Nikki Cross et Alexa Bliss qui du coup deviennent les nouvelles championnes par équipe féminine, donc Asuka et Kairi Sane qui perdent les titres. Je ne sais pas du tout si c'est une décision politique due au coronavirus, bien sûr, que vous connaissez peut-être sans doute. Gros push hein, d'ailleurs de coronavirus hein, qui est dans les starting blocks ces derniers temps. Donc du coup voilà, je ne sais pas si c'est lié à ça, le fait que Kairi Sane peut-être va rester au Japon, peut-être qu'Asuka va aussi retourner au Japon, et qu'Alexa Bliss et Nikki Cross sont peut-être plus simple à être booké pour l'avenir, pourquoi pas. Même si Nikki Cross est écossaise, on le rappelle. Voilà. Mais voilà, je sais pas du tout si c'est lié à ça, si c'est pour donner un feel good moment. Je suis plutôt étonné de cette décision. Je suis pas forcément contre parce qu'Alexa Bliss et Nikki Cross c'est quand même une équipe qui fonctionne plutôt bien. Mais Asuka et Kairi Sane c'est quand même une meilleure équipe et ils ont surtout été mis en avant très très bien ces derniers mois, notamment comme je l'ai dit à TLC contre Charlotte Flair et Becky Lynch dans un super match TLC. Donc étonné de cette décision. Voilà, je suis un peu déçu, surtout qu'il n'y a pas eu de construction autour de ce match, parce que ça aurait pu être un peu plus intéressant d'avoir un changement de titre après une construction, mais là non, c'est vraiment un match qui sort un petit peu de nulle part. Il y a eu deux trois confrontations avec Asuka et Alexa Bliss, Nikki Cross, c'est tout, parce que Kairi Sane n'était pas présente. Mais voilà, je suis plutôt content de ce match. Voilà, c'est un match plutôt honnête. C'est par contre un petit peu chiant que ce soit en opener parce que voilà, ça met clairement pas la foule à Burn. Voilà, il y a vraiment personne qui a réagi et ça c'est vraiment un gros défaut de ce match. Donc à revoir. Peut-être qu'il faudrait, voilà, faudrait peut-être que la foule soit un peu plus présente le reste du show, mais on va voir ça plus tard. Voilà. Deuxième match de la soirée, c'était un match très très intéressant encore une fois. C'était King Corbin contre Elias. Voilà, encore un gros match. Le main event, je rappelle que à eux deux, c'est un petit peu les superstars du moment, du côté de la WWE. Le futur même de cette entreprise, voilà, c'est des gens qu'il faut continuer à mettre en avant parce que c'est vraiment des très très bons talents.
Donc voilà, je suis très content de ce match-là. C'était vraiment franchement, je vais pas m'avancer, mais c'est peut-être mon match de WrestleMania préféré de toute l'histoire de WrestleMania. Donc voilà, 36 années de WrestleMania. Je pense que voilà, là, les Bret Hart, les Stone Cold, les Shawn Michaels, ils peuvent aller se rhabiller quoi. Undertaker, Shawn Michaels, WrestleMania 25, WrestleMania 26. Je pense que c'était une mise en bouche pour ce match qui était un match 5 étoiles clairement. Voilà, très très bonne construction en plus, très très bien faite. Il y a de l'intensité. On jette les gens du haut des balcons. C'est vraiment très très bon ce qui se passe dans ce programme-là. En plus, on a eu chose très agréable en plus à voir. C'est une très très bonne promo de King Corbin avant le match pour vraiment dire voilà, j'ai pas d'adversaire ce soir. J'ai failli tuer Elias il y a 8 jours. Donc voilà, c'était en plus une très très bonne promo dont on avait besoin, je pense, pour vraiment se mettre encore plus dans l'histoire. Voilà, je vais peut-être passer au point, c'est ça le kitsch, on va parler un petit peu de tenue de ring. Voilà, Elias qui vient en pantalon jean, jean délavé, grosse botte, t-shirt rouge avec son bandana, ça c'est vraiment le top du top en termes d'habillage je pense. Voilà, Christina Cardula serait sans doute fière. King Corbin qui lui bien sûr il vient avec un collant et un t-shirt avec des manches très très bien, du plus bel acabit hein, vraiment. Son crâne chauve en plus il me fait vraiment délirer, j'adore, c'est vraiment génial tout ce qui se passe autour de cet individu qui est King Corbin. En plus il avait pas sa couronne, si il avait sa couronne quand il est venu, mais après non, du coup pour catcher c'est un peu plus difficile. Il peut se faire disqualifier s'il faut un coup de couronne dans le bide, voilà. Mais du coup, voilà, King Corbin, c'est actuellement, je pense, le truc le plus chaud qu'on a à la WWE. Donc vivement qu'il batte Brock Lesnar, vivement qu'il devienne champion du monde. Voilà, je pense qu'il y a un calibre pour faire ça. Je vais pas vous dire qui est le vainqueur, tout simplement parce que je me rappelle plus et qu'on s'en fout totalement. Match suivant, un match qui pour le coup avait une réelle construction. C'est Shayna Baszler contre Becky Lynch, The Men contre la Queen. Voilà, c'est un match très très sympathique. On nous fait bien sûr le rappel de ce qui s'est passé l'année dernière avec Ronda Rousey qui d'ailleurs n'est plus de retour depuis WrestleMania de l'année dernière, qui n'est pas revenu. Becky Lynch qui est championne du coup depuis WrestleMania de l'année dernière. Shayna Baszler dominante pratiquement pendant toute l'année à NXT. Elle a perdu du coup son titre contre Rhea Ripley. Coucou Rhea Ripley, si tu m'écoutes. Voilà, j'apprécie ce que tu fais. Mais c'est pas, on parle de toi demain, donc calme-toi aussi. Mais voilà, du coup, Shayna Baszler qui a perdu son titre contre Rhea Ripley, qui du coup fait un petit peu rien du tout jusqu'à venir pour attaquer Becky Lynch juste après le Royal Rumble, qui s'est vu octroyer la chance pour l'affronter à WrestleMania après cette Elimination Chamber qui est un vrai carnage. Elle a éliminé toutes les compétitrices. Coucou Natalia d'ailleurs. J'ai pas vu le pré-show. Voilà, je fais une petite aparté, mais j'ai pas vu le pré-show tout simplement parce que je m'en contrefous. Voilà, je m'en contrefous. Je préfère être clair. Voilà, comme je l'ai dit dans les pronos, chez le Fatal 4-Way, maintenant je vais faire que des titres putaclic. Donc clairement la AEW c'est meilleur. Cody, voilà, Cody s'il était là, il aura toutes les ceintures, c'est vraiment meilleur. Du coup, on retourne au match Shayna Baszler contre Becky Lynch, match qui était plutôt honnête. Shayna Baszler, moi j'ai bien apprécié ce qu'elle a proposé. Je vais pas vous redire à chaque fois, à chaque match, que c'est décevant qu'on soit dans cette configuration là, donc avec une arène vide et des choses comme ça. Mais voilà, je l'ai pensé pendant toute la soirée, hormis le main event, le Boneyard match entre AJ Styles et Undertaker qui était très sympathique. Mais du coup, oui, le match entre Becky Lynch et Shayna Baszler, il souffre complètement du fait qu'on soit à huis clos, qu'il n'y a pas de public. Parce que Becky Lynch, ça tourne en rond depuis un gros moment. Et sur un ring, c'est pas non plus la plus incroyable. Donc forcément, quand il n'y a pas de public, c'est dur. Hein, voilà, c'est difficile à regarder, on va dire. Donc voilà, c'est quand même un match plutôt honnête. Shayna Baszler, elle a clairement pas besoin, elle, de public pour donner ce qu'elle a besoin, parce que c'est la heel, la méchante, qui est méthodique, qui fait très très bien son catch. Et c'est pas non plus un catch flamboyant, donc on n'a pas besoin non plus d'applaudir et de se lever de sa chaise pour être derrière Shayna Baszler. Mais voilà, c'était quand même un match très très bon, j'ai trouvé. Il y avait de l'impact, il y avait vraiment des coups, on sentait que c'était intense. Le fait aussi d'ailleurs qu'on entende que les deux catcheuses s'insultent un petit peu, c'était très très cool. J'ai un peu plus de mal par contre sur la décision finale, qui a vu du coup Becky Lynch conserver son titre après avoir contré le Karifuna Clutch de Shayna Baszler. Donc la soumission de Shayna Baszler, elle l'a contré pour faire le tomber 1, 2, 3. Voilà, pour moi c'était vraiment pas une décision à faire maintenant. Shayna Baszler, elle est arrivée comme forte, elle est toujours
très crédible, malgré le fait qu'elle ait perdu contre Ripley, qu'elle a perdu aussi à War Games. Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore très très crédible. Et du coup, le fait qu'elle perde comme ça contre Becky Lynch, ça la fait passer, je trouve, pour quelqu'un de bête, pas forcément de faible, parce qu'elle a, voilà, c'est Becky Lynch qui a réussi à conserver un petit peu en grugeant. Mais voilà, ça aide pas du tout Shayna Baszler qui a besoin, elle, de continuer à être dominante. Et là, pour le coup, voilà. Becky Lynch non plus n'a pas besoin de remporter ce genre de victoire. Parce que comme je l'ai dit, moi je trouve personnellement que ça tourne en rond Becky Lynch, donc elle a clairement pas besoin non plus de rester championne encore 6 mois, quoi que ce soit. Je pense que la rivalité va clairement continuer entre les deux et que Shayna Baszler va prendre le titre dans un avenir proche. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment pas. Pour moi, c'est pas la bonne décision qui a été prise. Après, peut-être que du coup, les plans ont changé par rapport au fait qu'on soit à huis clos et dans un guichet fermé, tout ça. Mais voilà. Le match suivant, c'était le match pour le titre intercontinental entre Daniel Bryan et Sami Zayn. Sami Zayn toujours accompagné de Cesaro et de Shinsuke Nakamura. Daniel Bryan accompagné de Drew Gulak. Voilà, j'ai un gros reproche à faire, c'est sur Sami Zayn, sa tenue. Voilà, c'est pas le fait qu'il soit roux, ça me dérange pas du tout. Même si, voilà. Mais, mais clairement, Sami Zayn, voilà, le mec qui vient en pantalon, il s'en fout. Voilà, il est en baggy limite, avec des bottes, ça n'a aucun sens. Voilà, Sami Zayn, qu'est-ce que tu as fait à mon Sami Zayn que j'aimais tant, du côté d'NXT et même au tout début de son run dans le main roster. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas à quel point Sami Zayn c'est un excellent catcheur. Et clairement, c'est un excellent catcheur. C'est un mec, enfin, en tout cas c'était, peut-être qu'il l'est plus, mais en tout cas c'était un excellent catcheur. Et clairement, voilà, j'étais étonné de sa prise de titre à l'Elimination Chamber contre Braun Strowman. Mais je suis plutôt satisfait. Et cet affrontement avec Daniel Bryan, pour moi, c'était le genre d'affrontement qui peut créer clairement des matchs incroyables en termes de ring. Même si, bon, bah, le fait qu'il n'y a pas de public, ça va aussi vachement être chiant. Mais, euh, mais voilà, Sami Zayn, c'est clairement quelqu'un qui est sous-estimé. Et pour le coup, ce genre de match qu'il a eu, même s'il a réussi à conserver son titre en piquant à la victoire sur Daniel Bryan, clairement, c'est pas le genre d'affrontement dont on va se souvenir de lui, et c'est surtout pas le genre d'affrontement où on va se dire Sami Zayn est quelqu'un de crédible et un bon champion. Alors que c'est un très très bon catcheur, donc c'est dommage. Mais voilà. Du coup, comme je l'ai dit, voilà, il y a eu des interventions à l'extérieur. Drogula qui a réussi à s'interposer et à faire partir, en tout cas à mettre KO Shinsuke Nakamura et Cesaro. L'affrontement était plutôt honnête sans plus. Et tout simplement, voilà, à la fin, c'est Shinsuke Nakamura et Cesaro qui reviennent pour distraire Daniel Bryan. Et Sami Zayn qui en profite pour porter son Haluva Kick directement, alors que Daniel Bryan se jetait sur lui depuis la troisième corde. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus sur cet affrontement. C'était pour moi l'un des affrontements qui m'attirait le plus, même si le fait que Sami Zayn était mal utilisé pour moi, ou en tout cas sous-utilisé depuis presque ces dernières années, on va dire. Voilà, je pensais vraiment pas que ça allait être un match 5 étoiles, mais voilà, ça m'a quand même un petit peu déçu. Le match suivant, c'était un match pour les titres par équipe. Et tout simplement, c'était pas les équipes qui s'affrontaient, mais c'était un membre de chaque équipe. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'était The Miz qui était malade pour les enregistrements de WrestleMania. Du coup, il n'a pas pu être présent, donc on a improvisé une sorte de match au dernier moment. Donc c'était John Morrison qui du coup défendait les titres par équipe contre Jimmy Uso et contre Kofi Kingston. Donc voilà, chacun représentait son équipe. C'était un très très bon match, j'ai trouvé. Match de l'échelle qui était violent, il y a eu des très bons spots. John Morrison, il s'en sort très très bien. Un mec, il a 40 ans et voilà, on dirait qu'il en a à peine 20 tellement il fait des acrobaties de fou. Kofi Kingston aussi, il a eu une très très bonne prestation et je suis aussi très très content que Jimmy Uso il ait pu faire une bonne prestation tout seul. Il me semble que c'est l'une des seules fois où il a catché tout seul depuis qu'il est à la WWE, donc bravo à lui. Ça l'a bien crédibilisé, je trouve. C'était un très très bon affrontement. Voilà, on a entendu par contre les grincements des échelles durant tout le match parce que forcément quand il n'y a pas de public pour cacher les petits sons comme ça, on les a entendus, mais c'était quand même un très très bon match que je vous invite à aller voir. Victoire de John Morrison, même si pour le coup il l'a pas vraiment fait exprès.
parce que les trois compétiteurs étaient en haut des échelles, et Jimmy Uso et Kofi Kingston, ils ont tapé en même temps John Morrison, et quand il est tombé, tout simplement, il est tombé avec les ceintures, et du coup, il a réussi à partir, et d'ailleurs, à la fin, ils avaient tous les ceintures dans les mains en même temps, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Mais c'était très original et très très bien, donc je vous invite vraiment à aller voir ce match qui était très très cool. Le match suivant, c'était Seth Rollins contre Kevin Owens, tout simplement. Hein, la rivalité entre le Messi du lundi soir et KO Kevin Owens, qui était un match qui m'a un petit peu étonné. Au début, j'ai cru que j'allais crier au complot, tout simplement parce que Seth Rollins frappe Kevin Owens avec la cloche, tout simplement. Et du coup, Kevin Owens est désigné vainqueur. Et juste après ça, Kevin Owens reprend le micro et il insulte un petit peu Seth Rollins pour dire vas-y reviens, on fait un match sans disqualification, et du coup il y a un match sans disqualification qui s'enchaîne. Voilà, je suis un petit peu étonné de voir ce genre de choses à WrestleMania. Forcément, il faut aussi s'adapter aux circonstances, et tout simplement le no disqualification, il était beaucoup plus intéressant que le match simple, je trouve, même si le match simple était quand même très très sympa. Mais voilà, j'ai un petit peu du mal avec le Kevin Owens du main roster, du gentil qui reprend Stoner. Je trouve que ça fait un petit peu trop forcé, je trouve. Mais après, bon, c'est un avis personnel. Mais voilà, c'est quand même une victoire à la fin de Kevin Owens. À noter d'ailleurs le gros moment, le moment de cette première soirée, c'est quand Kevin Owens il saute depuis le logo de WrestleMania, qui est directement dans le public. Et il saute depuis du coup le logo de WrestleMania directement sur Seth Rollins qui était sur la table des commentateurs. C'était impressionnant. Pour le coup, avant qu'il saute, je m'attendais pas à qu'il y ait une telle hauteur. Mais c'était vraiment très très impressionnant. Donc voilà, ça m'a fait mal pour lui. Et puis après, tout simplement, voilà, il enchaîne, il ramène Seth Rollins sur le ring. Et il enchaîne avec son stoner, et pour la victoire. Donc Kevin Owens qui gagne à WrestleMania, bravo. C'est logique, on va dire. Seth Rollins n'avait pas besoin forcément d'une victoire maintenant. Kevin Owens qui ressort fort de cette confrontation. Et voilà, c'est le genre de confrontation que j'aime beaucoup. Donc voilà. On a eu une petite interlude avec R-Truth qui est venu rejoindre Mojo Rawley et Gronk qui était à l'estrade pour présenter WrestleMania durant toute la soirée. Et après une magnifique phrase de R-Truth qui dit qu'il est le champion européen intercontinental, enfin bref, il dit toutes les âneries du monde. Et puis du coup, Gronk essaye de piquer le titre en faisant le tomber, et finalement c'est Mojo Rawley qui remporte la victoire pour devenir le nouveau champion 24/7, 24/7. Voilà, c'était vraiment la petite interlude pour faire plaisir. On a ensuite eu le match qu'on nous tease depuis des années au moins. Voilà, le match quand on avait vraiment envie de voir une réelle construction derrière, construction d'au moins 24 heures. Ça fait vraiment plaisir entre un mec qui est construit très très fort depuis qu'il est du côté de WWE, Braun Strowman, qui affronte Goldberg. Voilà, alors sur le papier ça envoie pas du rêve, et sur le ring, clairement ils sont pas foulés non plus. Donc on a eu 4 spears de Goldberg. Et ensuite, Strowman il s'est relevé et il lui a fait 4 ou 5 fois, ou peut-être 3 fois, le Power Slam pour faire le tomber 1, 2, 3. Braun Strowman, nouveau champion universel. Voilà, sachant que ce match n'était pas prévu il y a 24 heures, ça fait quand même bravo à Braun Strowman d'avoir remplacé Roman Reigns au pied levé. Grâce à ça, grâce au fait que tu te mettes en danger en allant travailler, tu peux devenir champion du monde. Et ça, je trouve toujours que c'est un très très beau message de la part de WWE, qui est, voilà, c'est la terre des opportunités, on le rappelle, SmackDown. Donc bravo à Braun Strowman d'être présent. Voilà, tout simplement, c'est ce qu'on te demande. Voilà, t'es présent, t'es champion. Voilà, bravo à toi. Et on termine cette magnifique première soirée avec le match qui pour le coup était clairement un ovni dans cette carte. C'était Undertaker contre AJ Styles dans un boneyard match, donc tout simplement un match du cimetière. Et c'était clairement, voilà, pas diffusé, pas enregistré en même temps, c'était quelque chose de vraiment enregistré en avance, c'était un court métrage complètement. Et voilà, c'est Undertaker qui s'impose logiquement contre AJ Styles. Je vous invite vraiment à aller voir ce match parce que c'était tellement original. Moi j'ai vraiment beaucoup adoré, ils ont vraiment travaillé la chose, et c'est le genre de choses qui donne envie d'encore plus voir ce que la WWE peut proposer dans ce genre de trucs. Et ça me fait aussi d'ailleurs me dire que c'est vraiment très dommage qu'ils aient pas voulu encore plus se mettre dans la gimmick, dans le personnage de Broken Matt Hardy,
parce que voilà, vu les moyens qu'ils ont mis pour ce match, il y avait clairement moyen de faire quelque chose d'incroyable avec Matt Hardy à l'époque, mais voilà, disons qu'ils ont fait un très très beau court métrage, un très très bon court métrage avec cet affrontement entre Undertaker et AJ Styles. Undertaker qui revient sous le personnage de American Badass, donc le motard. Ça aussi, ça m'a fait très très plaisir. Et pour le coup, bah voilà, tout le court métrage, tout ce qui a été fait, comment c'était filmé, tout ça, ça a vraiment crédibilisé Undertaker qui a manqué beaucoup depuis ces dernières années. Hein. Forcément, le mec, il a 55 ans. Donc pour se déplacer sur un ring, c'est un peu plus difficile. Et pour le coup, voilà, ce court métrage, il a réussi à passer ce fait-là, qui soit vieux et cassé de partout, grâce au choix du montage, j'imagine. Mais voilà, AJ Styles qui passe vraiment pour un gros connard opportuniste et qu'on a envie de détester. Voilà, on a vraiment envie de le détester. Et voilà, le taf il est entièrement rempli dans ce premier match. Et du coup, ça donne vraiment envie de voir le match qui va avoir lieu ce soir ou demain, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il est déjà passé, de Bray Wyatt contre John Cena, tout simplement. Ça me donne vraiment envie de voir ce qui va se passer dans ce match parce que voilà, ça m'a donné vraiment envie. Voilà, on se quitte dans cette vidéo magnifique, très bien enregistrée, totalement pas à l'improviste bien sûr. Et sans doute je ferai une vidéo demain pour parler de la nuit 2 de WrestleMania. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Soyez toujours fiers d'être fan de catch comme dirait l'autre. Et vive la taloche, vive le catch. Bisous.